Bonjour. Vous êtes écrivaine, mais vous êtes aussi membre du collectif Inculte. Tout à fait. Vous avez fait au départ des études d'art plastique avant de publier donc, plusieurs ouvrages. Je citerai juste quelques-uns. Plein hiver, chez Actes Sud en 2014. Une île, une forteresse, dont il sera question chez Inculte au départ en 2016, puis qui a été réédité chez Babel. Et donc ce très beau livre, Un monde sans rivage. Alors, pour commencer notre conversation, je voulais vous citer en fait un passage de Walter Benjamin qui, à mon avis, fait écho en partie à votre démarche et qui pourrait, à mon avis, commencer au mieux notre discussion. Alors je vous le lis, on est dans un court moment de lecture, et ensuite je vous pose ma première question. Il écrit ceci. « Qui cherche à se rapprocher de son propre passé enseveli doit se comporter comme un homme qui fait des fouilles. Avant toute chose, qu'il ne s'effraie pas de revenir toujours sur la même et unique teneur chorale, qu'il l'épande comme on épand la terre, qu'il la retourne comme on retourne la terre. Car les teneurs chorales sont de simples strates qui ne livrent l'enjeu même de la fouille qu'au prix de la recherche la plus minutieuse. Images qui se lèvent, détachées de tous liens anciens, tels des bijoux dans les chambres dépouillées de notre intelligence tardive, tels des torses dans la galerie du collectionneur. Il est utile, certes, pendant les fouilles, de procéder selon des plans, mais la bêche prudente et tâtonnante, elle aussi, est indispensable dans le sol sombre. Et il se leurre complètement, celui qui se contente de l'inventaire de ses découvertes, sans être capable d'indiquer dans le sol actuel le lieu et la place où est conservé l'ancien. Car les véritables souvenirs ne doivent pas tant rendre compte du passé que décrire précisément le lieu où le chercheur en a pris possession. » Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est que, au-delà du fait qu'il évoque les images, et on y reviendra parce que votre travail est très souvent traversé d'images, voire par d'images, c'est le cas de votre dernier ouvrage, j'aimerais partir de cette dernière phrase, le lieu où le chercheur en prit possession. En vous lisant, en fait, on a souvent l'impression de revenir sur les lieux. C'est quelque chose que vous faites vous-même, vous retournez sur les lieux avant d'écrire. Les lieux, justement, où ça a eu lieu, où l'histoire a eu lieu. Mais aussi le lieu de vos découvertes, de vos premiers contacts avec une histoire. Alors, je voudrais que vous reveniez, pour commencer, sur cette méthode, cette manière presque de rencontrer des lieux avant de rencontrer des histoires, et de commencer justement ce tâtonnement à bêcher le sol des départs. Comment, en général, ça fonctionne, cela, avant l'écriture ? Effectivement, il y a ce moment, c'est vrai que cette phrase est très belle et elle fait écho à beaucoup de choses pour moi parce que dans le fait d'aller sur les lieux, donc il y a toujours une forme de superposition en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout l'ambition et je pense pas que ce soit forcément possible justement de faire surgir un souvenir pur quelque part, un souvenir qui serait vraiment un morceau de passé. Le morceau de passé, il est forcément coloré, modifié par les strates qui se sont accumulées depuis ce morceau de passé jusqu'à aujourd'hui. Donc on est toujours en fait dans une superposition de ce qu'on voit, de ce qu'on peut éventuellement essayer de faire justement se lever. La question de la levée des images, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans l'écriture et à laquelle je suis sensible aussi à la lecture en fait en tant que lectrice. Les livres pour moi qui laissent l'empreinte la plus forte, c'est ceux justement qui parviennent à faire se lever des images et quand on lit et après la lecture. Et même que ces images-là puissent se relever finalement quand on revient sur des lieux ou même dans un lieu qui n'a rien à voir mais où d'un coup on va avoir une espèce d'image qui revient comme ça, une image de lecture qui porte en elle aussi du coup tous les souvenirs que soi-même on a pu avoir avant cette lecture et qui viennent s'agglomérer comme ça. Moi, je suis assez sensible à cette question de la superposition. Et dans les images, finalement, les images matérielles, les photographies notamment, mais la peinture aussi, même si c'est une question un peu différente, on a toujours ce moment précis qui est figé, mais on a aussi accès un tout petit peu à ce qu'il y a eu juste avant, à ce qu'il y a eu juste après. Et donc, finalement, regarder une image, c'est... Il y a aussi des strates de temps qui viennent s'agglomérer à ça. Et juste pour la dernière phrase de Benjamin, je pensais à mon livre précédent, Une île, une forteresse, où il y a eu tout un travail aussi, je ne sais pas si on peut dire d'enquête, mais enfin, en tout cas de rencontres d'habitants de la ville de Térésine, donc, qui était mon objet d'écriture. Et peut-être pour résumer très rapidement oui. le livre, c'est un livre en effet où vous tournez autour du ghetto de Theresienstadt, donc de la ville de Térésine,
où se croisent en fait toutes les histoires passées du lieu, mais aussi votre histoire personnelle, parce que finalement vous revenez. Oui, et sur aussi les les lieux. histoires présentes finalement des habitants de cette ville. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, en fait, en interrogeant notamment des survivants et aussi des habitants, donc des survivants du ghetto de l'époque de la guerre, mais aussi des habitants actuels, c'est justement ce moment où le souvenir se raconte et le fait que le souvenir soit toujours différent et toujours, encore une fois, coloré, changé par le moment où on le raconte. C'est quelque chose que je retrouve notamment dans les livres de Svetlana Alexievitch, par exemple, où quand elle fait parler des témoins, elle raconte toujours ce qui se passe exactement au moment où le souvenir se fait jour, où le souvenir se lève finalement. Le fait que quelqu'un apporte du thé, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce ou pas, va faire un souvenir à chaque fois légèrement différent. Et ça, en interrogeant des gens, finalement, c'était presque plus signifiant au bout d'un moment que ce qui était vraiment raconté. Parce que souvent, les témoins racontent un récit qui les construit, donc le récit est toujours plus ou moins le même, mais par contre, il y a l'instant où le récit se dit, et finalement, il s'invente toujours à chaque fois au moment où il se dit, par les gestes, par tout ce qui se passe en dehors aussi du récit. Alors, quelque part, il y a presque moins une question de rencontrer les lieux que de rencontrer les gens, si je comprends bien. Il y a beaucoup de... ce travail d'enquête dont vous parlez, parce que oui, je pense qu'on peut parler d'enquête, enfin, quand même en général. Enquête même, pas très orthodoxe, mais enquête quand certes, même. Mais même la composition des livres fonctionne comme des enquêtes. On avance nous-mêmes en tant que lecteurs avec vous, presque, en tout cas avec le narrateur, la narratrice. Et que ce soit pour votre dernier ouvrage, Un monde sans rivage, ou donc pour Une île, une forteresse, justement, comment ça fonctionne, ce premier rapport avec d'autres voix? Vous allez interviewer des personnes, vous allez faire des entretiens, vous allez... dans les deux, est-ce que ça a fonctionné de la même manière? Est-ce qu'on peut... Non, pas vraiment. Alors ça a vraiment fonctionné avec des entretiens pour Une île, une forteresse. Des entretiens d'ailleurs pas forcément de témoins directs, ni de ce qui s'est passé à l'époque du ghetto, ni d'aujourd'hui. J'avais par exemple interviewé Georges Arthur Goldschmidt, donc un grand écrivain et traducteur de l'allemand, dont le père est mort, pas vraiment à Theresienstadt, mais juste après sa déportation à Theresienstadt. Lui, Georges Arthur Goldschmidt, refuse absolument d'aller à Therésine, justement, donc il n'y est jamais allé. Moi, j'avais l'impression, peut-être fausse, en tout cas, je voulais aller voir ce qu'il disait, lui, de cette impression que cette ville où il ne voulait pas aller avait quand même beaucoup influencé son écriture, était comme une espèce d'ombre sur son écriture. Donc j'ai été l'interroger, lui, par exemple, qui n'était jamais allé à Therésine et qui, justement, refuse absolument d'y aller. Donc il y a eu des entretiens avec... aussi un peu obliques, pas forcément des entretiens avec des gens qui avaient directement... les liens pouvaient être indirects en fait avec la ville. Là, ça a été vraiment des entretiens classiques, enregistrés, retranscrits. Pour Un monde sans rivage, je n'ai pas du tout procédé de la même façon. Bon, là, on est encore plus loin dans l'histoire, hein, on est en 1897. On va voilà. le présenter. Donc on n'a plus de témoins directs, évidemment. Par contre, j'ai eu des entretiens beaucoup plus informels avec un explorateur, par exemple, qui avait mené une expédition assez similaire dans le Grand Nord, mais aujourd'hui, avec l'arrière-petit-fils de Léonie Donnet, qui est une exploratrice dont je parle dans le livre. Donc il y a eu quand même des recherches, une forme d'enquête, mais qui est venue nourrir l'écriture, mais de manière beaucoup moins directe. Alors que dans Une île, une forteresse, il y avait vraiment un travail de retranscription de la parole, en fait, de comment faire de la parole orale une écriture, comment mêler cette écriture-là à l'écriture narrative, qui est la mienne aussi. Il y avait ce mélange-là qui n'a pas été le cas dans Un monde sans rivage, où tout est vraiment mêlé dans une narration beaucoup plus étroitement. Donc livre qui a en effet connu qui connaît toujours d'ailleurs un certain... succès de cette rentrée littéraire. On parlera peut-être aussi d'essayer de comprendre pourquoi, tout d'un coup, cette histoire qui peut paraître quelque part sur la bande, un peu éloignée, a autant intéressé les lectrices et les lecteurs. Le présenter rapidement, en effet, c'est une histoire qui est enfouie, en fait, perdue d'une ancienne expédition, complètement oubliée. C'est ce qui s'appelait l'expédition de Salomon Auguste André, vous me reprenez si donc, je me trompe, qui est parti avec quelques camarades donc en 1897 dans le but d'atteindre le pôle Nord en ballon. Or, l'expédition ne fonctionne absolument pas.
En tout cas, ils se perdent, on perd même leurs traces, ils disparaissent tout à fait, ils meurent en fait dans cette expédition. Et c'est seulement en 1930 que l'on retrouve à la fois des traces de cette expédition, mais surtout des images. Ce qui est assez surprenant, et vous le racontez très bien dans ce roman, c'est qu'on retrouve des images enfouies elles aussi, qui n'étaient pas censées être, enfin qui n'auraient pu être à jamais invisibles, qui sont des photographies et qui nous donnent à voir à la fois le début de alors je ne sais plus si elles nous donnent à voir le début de l'expédition, mais elles nous donnent surtout à voir toute la partie invisible de ce moment où... En fait, il y a des photos prises un petit peu avant le départ, qui ont été prises par des compagnons, d'autres hommes qui étaient avec eux, et ces photos-là ont toujours été accessibles. Par contre, évidemment, les photos qu'on retrouve sur le campement, c'est celles qu'ils ont prises, eux, dans leur errance. Et ce qui est assez fascinant aussi dans cette histoire, c'est effectivement cette disparition première. C'est vrai qu'ils ont disparu pendant 33 ans. Donc leur disparition a alimenté aussi beaucoup à l'époque les légendes, il y a eu beaucoup de suppositions, ils ont fait la une de l'Illustration plusieurs fois, ils avaient emmené en plus des pigeons voyageurs et de temps en temps, régulièrement, il y en avait un qui revenait avec des messages aussi essentiels que l'humeur est excellente par exemple. Alors qu'ils étaient complètement disparus. Oui, voilà. Donc leur disparition a été comme ça ponctuée par des moments où on croyait retrouver des os, où on inventait en fait vraiment des histoires. Et finalement, en 1930, donc un baleinier retrouve par hasard leur campement, leur corps. Et ces photos, c'était parmi les premiers négatifs souples en fait. Avant, la photo était plutôt sur des plaques de verre. Là, c'est l'innovation technique des négatifs souples qu'ils vont emmener avec eux. Et donc, ils vont être retrouvés dans la neige, dans la glace. Et vraiment développés par miracle, parce que personne n'espérait, enfin on espérait, mais il y avait assez peu de chances de pouvoir tirer quelque chose de ces images. Et donc, c'est vraiment des fantômes, des revenants qui reviennent par la photo, de manière très, très concrète. On les voit vraiment revenir, réapparaître 30 ans après sur ces images. Et ce qui est assez aussi étonnant, c'est que ces images-là, elles ont vraiment la matière en fait, d'une image spectrale, parce qu'elles ont été abîmées, parce qu'elles sont justement restées dans la glace. Elles ont à la fois pris vraiment l'empreinte physique du paysage, puisque c'est vraiment le pôle Nord qui les a marqués physiquement, qui a créé les traces, les taches qu'on y voit, et qui efface aussi l'image de ces hommes et qui en fait déjà des spectres sur les images. Alors, comment vous faites face à ces images, vous, en tant qu'écrivaine? La première fois que vous tombez sur elles, ce sont donc des archives visuelles qui ont déjà aussi traversé un certain temps, vu qu'elles sont passées de 1930 jusqu'à vous. Et vous les voyez donc pour la première fois. Et est-ce que, finalement, il y a, je crois, assez longtemps avant l'envie d'écrire? Comment ça s'est passé, ce cheminement entre la découverte des traces de ces images et la mise en écriture Alors l'envie d'écrire, elle est venue immédiatement. J'ai vraiment tout de suite décidé même de faire un livre en voyant ces images. Après, j'étais dans un moment où j'étais sur la fin d'un projet, et c'est toujours des moments où on est un petit peu à l'affût comme ça d'une histoire, où on cherche des choses. Et souvent, il y a beaucoup de pistes qui sont abandonnées, des histoires comme ça, des images, des envies de romans qui commencent, et puis finalement ça ne va pas forcément au bout. Donc ça aurait pu ne pas aller au bout, mais il se trouve qu'après, en fouillant cette histoire, en faisant des recherches sur eux, sur ce qu'ils avaient vécu, il s'est trouvé que tout venait confirmer vraiment ce désir de départ. Le désir, il a été immédiat. Alors revenez sur le moment où vous les voyez pour la première fois. Je les ai vus dans un musée à Copenhague, vraiment par hasard. Elles étaient en plus posées, c'était des négatifs agrandis posés sur des plaques de verre, donc elles avaient une espèce de matière comme ça, assez luminescente, assez étrange. Et oui, ça a été tout de suite déjà un choc esthétique, c'est peut-être un peu beaucoup, mais enfin, en tout cas, c'est peut-être un peu un grand mot, mais en tout cas vraiment une attirance très forte pour la matière vraiment de ces photographies, avant même de savoir quoi que ce soit sur leur histoire. Elle n'était pas accompagnée de... Si, alors je l'ai lu juste après, quand même, effectivement. Mais sur le moment, il y avait vraiment déjà cette attirance pour la matière de l'image. Pour les décrire vraiment très rapidement, ce qui est assez étonnant parce que j'ai regardé pas mal de photos d'explorateurs du coup après, c'est que c'est des photos qui sont
qui sont toujours en format paysage et qui sont toujours prises de très loin, ce qui fait qu'on voit finalement des silhouettes en fait vraiment. Et on voit qu'ils ont voulu montrer aussi le paysage, donc la banquise, sauf qu'évidemment sur des images aussi abîmées, un paysage blanc devient complètement abstrait, complètement invisible par moments. Donc on voit ces petites silhouettes sombres dans un fond complètement neigeux, nébuleux. Et donc elles ont vraiment quelque chose de très étrange quand on les voit avec leurs ballons échoués par moments, comme sur la couverture du livre on a reproduit une de ces images-là. Et on les voit avec un ours polaire, on les voit marcher, mais tout ça a presque une texture de gravure ou de dessin au fusain. Il y a vraiment une matière très, très étonnante pour des photographies. Et donc j'ai lu effectivement les petits cartels qui expliquaient leur histoire rapidement. Et déjà cette histoire de disparition, de retour par la photo, qui m'a tout de suite semblé intéressante. Et puis la personnalité de ces hommes-là, bon, on va peut-être en parler aussi plus tard, mais cette espèce de rêve et aussi leur rapport au paysage, finalement, qui m'a semblé, au fil de l'écriture, rejoindre, rencontrer, voire expliquer aussi le rapport qu'on a aujourd'hui au paysage et notamment au Grand Nord. C'est en effet des images qui finalement, très vite, dans votre démarche d'écriture, vont déborder. C'est-à-dire qu'elles vont à la fois ouvrir la porte vers l'histoire de cette expédition, mais comme souvent en fait dans vos livres, c'est presque toute l'histoire qui est ramenée autour de cette petite histoire, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez aussi évoquer, c'est vrai, ce grand moment des expéditions, ce grand moment de la fin du XIXe siècle, où il y a une volonté encore d'aller voir ailleurs, d'aller plus loin encore que ses propres frontières. Est-ce qu'il y avait à la fois une rencontre, bien entendu, avec ces ombres-là dont vous avez voulu faire l'histoire, et est-ce que dans le même temps, il y avait aussi toute cette histoire plus générale, plus globale, qui vous importait, vous intéressait, que vous vouliez à tout prix ramener dans cette histoire ? On revient à cette personnalité des personnages. Tout à fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment partie en étrangère dans cette histoire et dans ce lieu-là. Je connaissais vraiment pas du tout l'Arctique. Je connaissais mal cette période aussi. C'est pas un moment dont j'aurais été déjà familière ou un lieu qui m'aurait déjà été connu. Donc ça a été vraiment une rencontre avec les images qui m'a fait petit à petit descendre. J'avais toujours un peu cette image de descendre comme quand on plonge en apnée et qu'on est obligé de faire des paliers pour descendre dans un lieu et dans une époque aussi lointaine à laquelle je connaissais très peu de choses au départ. C'est aussi pour ça, pour la connaître, pour comprendre leur trajectoire à eux, qu'il m'a fallu la confronter avec d'autres expéditions, avec d'autres moments, avec d'autres types de documents aussi. Je sais que j'ai beaucoup convoqué la peinture aussi, par exemple, parce que c'est vrai que la photographie de l'époque est une photographie très officielle, donc on n'a pas accès évidemment à la vie intime, quotidienne des gens qui ont vécu à cette époque-là, alors que la peinture, j'ai beaucoup regardé la peinture de Munch, par exemple, qui est à peu près contemporaine. On y voit, on peut en tout cas y sentir d'un peu plus près les rapports humains, sociaux de cette époque-là. Donc ça a été vraiment une descente progressive vers ce moment-là, vers ce lieu-là, à ce moment-là, vers la conjonction vraiment du lieu et de l'époque. Et il m'a paru évident en fait de faire partager et de faire rentrer dans le livre petit à petit tous ces moments qui servent un peu à mettre en lumière le centre de l'histoire, qui reste l'épine dorsale de leur aventure à eux, mais qui pour moi ne peut pas être appréhendé sans être frotté justement à d'autres expéditions et à d'autres histoires contemporaines, et même beaucoup plus récentes d'ailleurs. Il y a des histoires qui viennent croiser, des trajectoires qui viennent croiser la leur, qui sont... je pense par exemple à un film de Gus Van Sant, Jerry, que j'ai vu à ce moment-là et que j'ai raconté aussi dans le livre, parce que ces deux teenagers américains qu'on voit dans Jerry, qui sont perdus dans un désert, me semblaient quelque part être un écho, beaucoup plus évidemment récent, mais un écho assez similaire à l'aventure de ces explorateurs-là. Donc c'est vraiment un jeu pour moi de frottement, quoi. Essayer de confronter les choses, et c'est toujours entre deux, ou c'est toujours dans la confrontation que par moment, il me semble qu'on peut arriver à saisir quelque chose. À saisir quelque chose, c'est-à-dire Saisir quelque chose d'une époque,
de ces personnages qui sont tellement abstraits, tellement loin au départ, en fait. Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas dans l'écriture, pour les faire exister, de les confronter comme ça à d'autres, de les faire émerger petit à petit. Et il me semble que ça participe aussi, évidemment, d'une recherche sur un moment de l'histoire, qui est aussi ce moment où on est dans cette ferveur du regard, en fait. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété dans le livre, mais à la fois on veut explorer, on veut cartographier, on veut quadriller le monde, mais on veut aussi le montrer et le rapporter avec soi. Donc c'est l'essor de la photo, l'essor de la naissance du cinéma aussi, qui sont assez proches en termes de temps. J'ai parlé aussi, notamment dans le livre, de la taxidermie. C'est aussi un moment où les villes se développent beaucoup, où on commence voilà, les gens sont de plus en plus loin aussi des animaux, des paysages, et en même temps on veut garder ça avec soi, donc on empaille, on photographie, et on est dans un moment comme ça où rien ne doit échapper au regard humain, quoi, une espèce de toute puissance. Ce que Romain Bertrand a très bien montré dans son dernier livre, Le détail du monde, qui est d'ailleurs assez, qui a dû sortir quelques mois avant votre livre. Il y a en effet dans la composition même du livre presque la composition du chapitrage en fait est faite par des extraits du journal d'André. Oui, tout à fait. Journal d'André qui, on ne peut que vous croire, est une archive Absolument. que vous insérez, mais on pourrait très bien aussi imaginer que vous l'écrivez aussi vous-même. Mais en tout cas, on a cette manière en effet d'alterner en fait l'archive écrite d'André, qui nous est donnée comme ça à lire de manière assez frontale, et la manière de repénétrer directement dans votre texte écrit. Et c'est vrai qu'il est surprenant, ce journal. Il est très surprenant. Il est surprenant. Alors qu'ils sont au bord de la déroute, voire de la mort, il écrit des choses extrêmement légères, futiles, et finalement assez belles. Oui, ils font preuve d'une grande curiosité à l'égard du paysage. Alors c'est une curiosité qui est assez ambiguë, puisque comme on le disait tout à l'heure, on est justement dans ce moment où il faut tout saisir. Et eux, ils arrivent quand même dans ce paysage en dominant, en prédateur. Enfin, ils ont quand même cette prétention, on peut dire ça, parce qu'ils ne sont pas très modestes, surtout au départ, de survoler le paysage au sens propre et au sens figuré, de passer 3 jours en ballon, faire des photos aériennes et rentrer chez eux. Et évidemment, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ils vont tomber, leur ballon va tomber très vite, au bout de 3 jours, et ils vont errer sur la banquise pendant 3 mois, donc ils vont être vraiment avalés littéralement par ce paysage-là. Et malgré ça, ils restent extrêmement curieux, donc c'est une curiosité qui est très belle, parce qu'ils l'écrivent, ils racontent ça. Comment ils passent du temps à décrire la couleur d'une plume, la texture de la neige. Ils essayent de reproduire les cris différents d'une mouette des glaces avec des onomatopées. Enfin, il y a vraiment cette curiosité qui les fait aussi, qui les pousse aussi à prendre du plancton, des algues, tout ce qu'ils trouvent dans des éprouvettes pour les porter, alors qu'ils sont déjà chargés, terriblement chargés pour le voyage. Donc ils ont à la fois cette curiosité qui est très belle, et en même temps ils se comportent en permanence en prédateurs, même de manière tout à fait inutile. Notamment ils tuent des ours polaires autant qu'ils peuvent, même s'ils n'ont pas le temps de les manger, même s'ils ne peuvent pas transporter la viande. Donc c'est pas par nécessité, alors c'est pourquoi ça reste on se glisse aussi là-dedans quand on écrit sur ce genre d'histoire. Il y a beaucoup de suppositions dans mon livre, parce qu'évidemment on ne peut pas toujours comprendre, peut-être même qu'on ne peut jamais comprendre les motivations profondes d'un personnage de 1897. En tout cas, on a l'impression à les lire qui se positionnent de cette manière comme des survivants et comme vraiment en haut de la chaîne alimentaire, et que c'est aussi comme ça qu'ils creusent l'écart entre eux et les bêtes sauvages, quoi, en montrant qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont des hommes. Et pour ça, ils passent leur temps à apprendre dans tous les sens du terme. Si on revient rapidement justement sur la teneur de ce journal, quand vous le découvrez, quand vous le lisez pour la première fois, est-ce qu'il y a une évidence de l'insérer déjà dans la démarche littéraire, parce que ce que je disais, ça fait partie de ces moments d'archives, de lecture d'archives quand on lit des archives, où c'est toujours surprenant parfois de lire, disons, des archives très techniques,
et parfois d'avoir ce type d'archives qui elles-mêmes détiennent déjà leur substance littéraire, en fait, qu'on lit presque par plaisir. En fait. Oui, il y a eu très vite cette envie. Alors tout le journal n'est pas... Enfin, il y a eu un gros travail aussi de montage et de sélection des extraits. Le journal était surtout pour moi une source d'information, parce qu'il raconte tout. Donc, alors encore une fois, on parlait tout à l'heure de la possibilité de la fiction. Le mystère reste entier aussi en ce qui concerne la véracité de ce qu'ils racontent. Bon, a priori, on est plutôt tenté de les croire, mais c'est vrai que c'est tellement... l'écart est tellement grand entre ce qu'on imagine qu'ils ont pu vivre et ce qu'ils écrivent que la question se pose. Mais en tout cas, voilà, c'était surtout une source d'information pour écrire la narration qui est la mienne. Mais il y avait tellement de fulgurances ou de moments étranges, drôles. Et c'est leur langue, en fait, qui fabrique ça. Leur langue qui nous paraît par moments poétique, par moments cocasse, qui a évidemment pas été écrite à l'époque dans une visée poétique. C'est pas du tout des poètes, au contraire, ils ont le plus grand mépris pour les artistes. Enfin, c'est vraiment des hommes, a priori, qui se veulent très pragmatiques, mais qui, malgré ça, sont des vrais fous par moments, et ça, on le sent dans leur écriture. Et donc, oui, il y avait vraiment des extraits que j'avais très envie de montrer, enfin, de reproduire tel quel, parce que leur écriture apporte autre chose que la relation des faits, qui évidemment est utile quand on écrit. Il y a des petits moments qui sont... ils écrivent, par exemple, à un moment, ils sont encore dans leur ballon, donc là, tout va encore à peu près bien, mais ils écrivent café bu en 18 minutes, sucer les tenailles, oiseaux des tempêtes arctiques, pluie de petits pois. Donc c'est évidemment des notes, donc il nous manque le contexte, mais c'est le fait qu'il nous manque le contexte qui rend ces lignes intrigantes, ça a un air, étranges. c'est presque des haïkus parfois. C'est ça, il y a un côté... C'est très court. On se demande, mais alors est-ce qu'ils ont jeté des petits pois parce qu'ils jetaient du lest? Est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il a neigé? Est-ce qu'il a grêlé? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a une espèce de mystère comme ça dans l'écriture, et puis d'humour aussi, ils sont très drôles, donc ils racontent les choses de manière toujours très détachée et assez amusante. Alors justement, essayer de s'approcher, de reconstituer, de trouver le chemin pour faire un peu renaître ces personnages ou ces personnes, j'aimerais donc qu'on revienne plutôt sur votre rapport à l'histoire. Alors pas à l'histoire en tant que discipline, mais plutôt à l'histoire en tant que temps passé, enfoui, oublié, qui est aussi un espace où on peut faire rentrer de la narration littéraire, faire rentrer tout simplement de la création. Et dans Une île, une forteresse, donc ce livre qui évoque la ville de Térésine et en partie donc le ghetto de Theresienstadt, il y a un passage que j'aime particulièrement parce que vous vous promenez en fait dans un musée, le musée Schindler à Cracovie, et où, alors je dis vous, mais en fait c'est la narratrice. Bon, la narratrice se promène dans cet espace et elle écrit. Elle dit ceci, et je trouve que voilà, c'est un passage légèrement long, on verra comment on le reproduira pour nos lecteurs de la revue, mais en tout cas, voilà, je crois qu'il porte en partie une grande partie de votre réflexion. À la périphérie de Cracovie, il y a l'usine Schindler, est devenue un musée. Tout y est fait pour plonger le visiteur dans l'atmosphère de l'époque. Mannequins, reconstitutions, effets lumineux et sonores. Le résultat est si troublant qu'il m'est arrivé de tressaillir devant un gardien, ne sachant plus si j'avais affaire à un homme ou à un mannequin. Sur la fin du parcours, un sol en caoutchouc vise, semble-t-il, à accentuer encore la perte de repères, l'impression nauséeuse de cette immersion. Dans ce fake géant, on en vient à se méfier de tout. Malaise accentué par la surenchère de documents, d'informations et par le manque flagrant d'indications sur leur provenance. Qui sont les témoins dont on nous diffuse les paroles ? Les photographies sont-elles des originaux, des fac-similés ? L'efficacité muette de la mise en scène finit par créer la distance qu'elle cherche, par tous les moyens, à combler. En bas d'un escalier, la porte close d'une prison derrière laquelle on entend des cris enregistrés. J'essaie de l'ouvrir, mais bien sûr, elle est factice. Il n'y a rien derrière. La reconstruction précise du bureau d'Oskar Schindler, ses papiers administratifs, sa cuisine avec sa miche de pain posée sur la table, son bocal de cornichons, sa bouteille de vodka,
parvient à faire oublier que ce lieu est bien celui où il s'est tenu, où il a travaillé, où il a mangé. Elle fait écran au lieu réel, et je repense à mon désarroi, enfant, devant des ruines antiques que je savais là, devant moi, tangibles, même si je ne voyais que des pierres blanches, et impossible d'imaginer les couleurs dont elles avaient un jour été peintes, l'agitation qui les avait entourées. Dans le musée de l'usine Schindler, de bonnes âmes ont fabriqué tout ce qui aurait risqué de manquer, les bruits, les images et jusqu'aux sensations. J'ai même cru percevoir une odeur, mais ce devait être un prolongement personnel de cette entreprise de reconstitution. Devant ce simulacre, je n'ai même plus accès à une absence qui est tout ce que j'aurais encore pu reconnaître, éprouver. En voulant rendre le passé accessible comme dans ces films colorisés pour faire plus vrai, de ceux où l'on se presse en manteau sépia rapiécé sur de lointains quais de gare, ces films qui accélèrent le temps, relèguent l'histoire, on a condamné ce qui aurait encore pu y donner accès, les images lacunaires, les blancs de la mémoire. Il aurait fallu peut-être se pencher sur ce vide pour discerner au fond quelque chose de si proche qu'on a préféré le combler. Je trouve quand même que le passage est plus que symptomatique alors déjà de quelque chose finalement qu'on ressent déjà souvent quand on écrit de l'histoire. Alors encore plus quand en effet on a cette sensation, cette dimension sensitive, sensible pour vouloir essayer de s'y approcher par d'autres moyens, par d'autres biais comme l'écriture, que de se retrouver face à ces manques, à ces absences. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que vous dites finalement que c'est ça qui devrait être la base même de tous ces espaces, ou de tous ces lieux, de toutes ces démarches. C'est déjà de travailler à partir de l'absence. Alors est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, peut-être même sur ce passage que je viens de lire, le recommenter un petit peu? Oui, d'ailleurs, la façon dont on considère, dont on met en scène, ou justement dont on met moins en scène les lieux de mémoire, ça évolue. Et dans le livre, il y a plusieurs visites comme ça de certains lieux. Je pense à l'ancienne gare de Bobigny, par exemple, qui est un des lieux de mémoire de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y avait des convois qui partaient de là. Ça a été complètement différemment, ça a été pensé complètement différemment, puisqu'on a choisi justement de laisser les choses en l'état. Et c'est vrai que quand on... Alors je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, parce que peut-être que du coup ça se dégrade vite, mais en tout cas on n'a pas muséifié ce lieu-là. Et c'est vrai que quand on s'y rend, y a personne, on est sur un quai envahi de mauvaises herbes. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort que si on avait tout maquillé pour revenir pour essayer de donner l'impression qu'on est à l'époque en question. Et c'est vrai que travailler sur Thérésine, c'était aussi fouiller ces questions-là, puisque Thérésine, ça a été un lieu, je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais qui était donc un ghetto, une antichambre d'Auschwitz, où on a interné beaucoup de juifs. Et elle est connue aussi, cette ville, pour avoir été le lieu de tournage d'un film de propagande nazie, qui a fait croire, en fait, visait à faire croire, en tout cas, parce qu'il a été très peu diffusé finalement, que les camps de concentration étaient un endroit où les gens vivaient tout à fait bien, et donc ils ont forcé les détenus à jouer leur propre rôle en ayant complètement maquillé la ville avec des fausses boutiques, des faux jardins d'enfants, etc. Donc il y avait vraiment cette... film qui s'appelle Le Führer. Oui, qu'on a appelé un peu ironiquement Le Führer offre une ville aux Juifs. C'est un film de Kurt Geron, en fait. Tout à fait, que les nazis ont commandé à Kurt Geron, qui était un détenu juif. Donc c'est encore une histoire assez tragique et assez ambiguë aussi, puisque ce détenu a accepté, a priori plutôt de bonne grâce, même s'il n'avait évidemment pas le choix, de faire ce film, parce que ça lui permettait de renouer avec le cinéma, de recommencer à tourner. Mais en même temps, en faisant ce film, il se condamnait, lui et tous les autres qui jouaient dedans. Donc la question de la reconstitution, la question de la mise en scène, elle est vraiment centrale en fait à Thérésine. Alors évidemment, je ne compare pas la mise en scène d'un lieu comme le musée Schindler à la mise en scène de Thérésine, pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a rendue attentive à cette question de la reconstitution, à cette question du maquillage d'un lieu, comment on essaye de donner accès à quelque chose auquel, par définition, on n'a pas accès.
Et c'est vrai que ce fait de ne pas y avoir accès, cette absence-là, ce vide-là, pour moi, il est important. Effectivement, c'est ce que vous avez lu dans l'extrait, mais c'est la seule chose qui nous reste finalement de ce moment-là, et aussi des disparus, puisqu'on sait bien que la difficulté, justement, une des difficultés nombreuses d'avoir perdu des proches dans des circonstances comme celle-là, c'est justement de ne rien avoir, de ne pas avoir de traces ou très peu, de ne pas avoir de corps, de ne pas avoir de tombes, etc. Donc pour moi, le fait de combler tout ça, de faire de combler, de maquiller, d'essayer de remplir ce vide-là, ça ne fait que le rendre plus difficile, parce que même le vide finit par être nié, quoi. Et le premier auteur, finalement, je c'est pas du tout le seul, mais c'est le premier que j'ai lu, qui, pour moi, a brisé cette tentative de la reconstitution qu'on retrouve dans la littérature aussi beaucoup. Il y a notamment un livre sur Thérésine qui raconte l'histoire de Kurt Guéron, justement un roman où tout est reconstitué de cette façon-là. Bon, il y a beaucoup de livres comme ça, et le premier qui m'a arrêté vraiment et qui m'a donné envie d'écrire le mien, c'est un livre de Sebald qui est pourtant plutôt du côté de la fiction, même si ça se discute en ce qui le concerne, mais qui s'appelle Austerlitz et qui parle abondamment de Thérésine, puisque le personnage principal du livre, Austerlitz, a perdu sa mère à Thérésine et va chercher justement, entre autres choses, mais dans le film de propagande qui va passer au ralenti pour essayer de casser justement ce rythme un petit peu frénétique et faux, il va essayer de trouver l'image de sa mère et de comprendre, de comprendre quelque chose qu'il ne va d'ailleurs pas vraiment trouver. Et ce qui m'a, je pense, vraiment... c'est le premier livre, Austerlitz, qui m'a fait sentir cette histoire, cette période beaucoup plus proche, en fait, que ce n'était le cas avant. Moi, je suis d'une génération où on a beaucoup parlé du devoir de mémoire, où on a beaucoup appris à l'école, au collège, etc., au lycée... l'histoire de la Shoah, mais pour moi, c'était relativement loin. Enfin, il y avait quelque chose qui ne se touchait pas, en fait, entre cette période et aujourd'hui. Et Sebald a été le premier qui m'a montré ou qui m'a fait sentir que tout était beaucoup plus poreux que ce que j'en pensais, que l'histoire n'était pas cadenassée dans un temps fermé, mais que, évidemment, les choses circulaient beaucoup plus. Ce qui s'est beaucoup confirmé dans l'écriture du livre, parce que j'ai notamment rencontré des survivants dont l'un d'entre eux travaillait encore au Puce de Saint-Ouen, enfin était vraiment... Donc, quand on rencontre ces gens-là, évidemment, il y a quelque chose qui circule et on se rend compte que tout ce qu'on avait appris à l'école n'est pas évidemment cantonné dans un passé cadenassé, mais continue à circuler, à être là dans le présent, en fait. Donc voilà, Sebald a été cet auteur qui m'a emmenée finalement à Thérésine, justement parce que lui refusait cette tentation de la reconstitution. Sebald, ce qu'il fait, c'est sonder les vides, sonder les absences. Alors bien sûr, il y met des mots, il raconte des choses, mais sans jamais essayer En fait, il fait avec... Et pour moi, c'est très important, ça, en fait, de faire avec ce qu'on a, faire avec ce qui reste, faire avec les traces, et pas rajouter des choses quand ça nous arrange. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais pourquoi votre livre finit comme ça? Vous auriez pu peut-être trouver, pour Un monde sans rivage, hein, pas pour Une île, une forteresse, trouver une fin un peu plus positive. Bon, et c'est vrai que quand on essaye justement de faire avec les traces, de faire avec une histoire réelle, même si on s'y glisse en écrivaine, même si on l'écrit, tout ça, pour moi, c'est aussi une contrainte productive pour moi et passionnante justement de faire avec ce qu'on a. Et je trouve que ce qu'on a, ce qui reste, même si c'est ténu, même si les traces sont ténues, c'est extrêmement riche si on s'y plonge vraiment, en fait. Plutôt que d'essayer de rajouter des choses dont on ne dispose pas, quoi. C'était faire avec ce dont on dispose. Alors, donc faire avec le manque, justement, moi je me demande aussi ce qu'on doit faire du pacte qui lie en fait le lecteur à ce type de livre qui effleure l'histoire.
parce que j'aime beaucoup l'idée que, finalement, qui me dit que dans ce livre, tout n'est pas inventé. C'est un roman. Donc il y a une sorte de toute façon de pacte entre nous. Il y a quelque chose qui me donne une sensation de lire quelque chose qui touche le passé et en même temps j'ai entre les mains un roman. Donc qu'est-ce que l'on fait de ce pacte selon vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse que de finalement chercher cette lisière entre ce qui reste, ce qui suffit, comme vous dites, et donc avec quoi on travaille? Ou est-ce que... Et en même temps, vous n'avez pas du tout envie de combler les trous, les vides, c'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse par le narratif ou par des inventions littéraires. Où on en est de ce pacte, je dirais, aujourd'hui dans la littérature, selon vous? Dans la littérature en général, c'est une question très large, vaste. Mais disons pour vous surtout. C'est compliqué parce que c'est pas forcément quelque chose... Moi, dans l'idéal, je voudrais que les livres puissent se lire effectivement des deux manières. Moi, c'est vrai que quand je lis Sebald, justement, bon, c'est des romans. Il met des images dans ses livres. Le statut des images est très flottant parce qu'il joue avec ça. Parfois, il met une image alors qu'en fait, c'est une image de toute autre chose. Bon, donc, il y a vraiment un jeu avec la fiction. Moi, c'est pas un jeu volontaire. Je m'étais même posé plutôt comme contrainte, en tout cas pour Un monde sans rivage, que tous les faits soient réels et que l'invention se passe justement dans tout ce qui échappe aux faits. Dans les rêves que je raconte et que je leur prête. J'écris d'ailleurs que je leur prête ces rêves, donc c'est évidemment des rêves que j'invente. Vous dites souvent beaucoup peut-être. Oui, voilà, les suppositions. Ça vient très souvent, peut-être. Et le désir, en tout cas, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ce que je voulais, c'est qu'on puisse être dans la supposition tout en faisant en sorte que la supposition soit suffisamment vraie, enfin en tout cas qu'on ait le même plaisir de lecture et pour moi d'écriture, à supposer qu'à être dans la certitude. Donc je peux raconter des histoires entières qui sont des suppositions. Peut-être que s'il avait fait ça, et ce serait passé, et voilà. Et là, il y a un récit qui grandit, un récit que je voudrais... crédible, ou en tout cas voilà, qui emporte autant, mais sans jamais asséner que ce récit est réel. Donc j'ai pas joué volontairement avec cette question de glisser des choses qui pourraient être vraies ou fausses. J'ai plutôt parti du principe que tout était vrai et que quand ça ne l'était pas, je donnais suffisamment d'indices ou en tout cas de précautions au lecteur pour qu'on puisse le comprendre. Mais ça ne me gênerait pas du tout qu'on le lise complètement comme un roman. Ce qui me gênerait davantage pour Une île, une forteresse, parce que là, il y a évidemment des témoins qui parlent, leur nom est mentionné, donc on est quand même dans un travail, même si ce n'est pas un livre d'histoire, même s'il y a un regard subjectif qui fait qu'on n'est pas du tout dans une somme sur Thérésine, on est vraiment dans un regard qui justement ne dit pas avoir raison, c'est un regard subjectif, mais il y a quand même des personnes qui parlent dans ce livre. Il y a donc, c'est important pour moi que cette question de la véracité, elle soit quand même claire, même si, encore une fois, c'est pas une recherche de vérité, c'est une recherche de justesse, en tout cas par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer. Sur Un monde sans rivage, on est quand même sur une histoire plus lointaine qui peut-être aussi autorise davantage de flottement. Il n'y a pas de témoins directs, et c'est vrai qu'on est aussi dans une histoire qui est beaucoup plus onirique, dans l'atmosphère du lieu, donc qu'on le lise complètement comme un roman ne me gênerait pas du tout. Après, pour la suite, c'est pas du tout exclu que ce jeu-là, il soit plus au cœur de mes livres, parce que ça m'intéresse. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt des romans où moi, en tout cas, j'ai essayé d'être au plus juste, tout en laissant le lecteur tout à fait libre, évidemment. Merci beaucoup, Hélène Gaudy, d'être venue. Et donc, on invite les lecteurs à lire Un monde sans rivage, et puis également Une île, une forteresse, entre autres. Merci beaucoup.